Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture spécial lecture urgente. Alors en fait c'est des services presse et le reste je vous explique après. Je vais essayer de parler doucement et de respirer entre temps parce que comme vous l'entendez je suis un chouïa malade. En vrai pour Noël, joyeux Noël, j'ai chopé un état grippal. Je ne remercierai jamais assez mon ami qui me l'a refourgué et qui aurait pu me prévenir avant qu'on se voit. Mais c'est pas grave, une punition est prévue pour lui après la nouvelle année. Je lui laisse le temps de récupérer quand même aussi. Mais il va le sentir passer. Une bonne planche sur le côté, des deux côtés. D'ailleurs, il fera 5 respirations yogiques d'un côté et 5 de l'autre. Et la planche sur le côté, mais version yoga. Parce que sinon, c'est pas drôle, hein, il faut quand même qu'il souffre un petit peu. Mais s'il regarde la vidéo, voilà, il le sait déjà. Mais bon, bref, passons, on se concentre, on va éviter de partir dans tous les sens. Du coup, je vous avais posé une question, savoir si je mettais tout 2024 en 2024 et que je passais 2025 après. Bon ben, ça c'est réglé de soi-même. Du coup, je pourrais même vous tourner la vidéo réception, parce que j'ai pensé à acheter des livres chez ma libraire, mais étant malade, je vais pas aller la contaminer. Déjà, je suis tombée malade le lendemain où je l'ai vue. Enfin, elle, où j'ai vu son employé, que je salue au passage, des fois elle regarde la vidéo. Bref, on va commencer la vidéo. Le guide de la méditation pratique et de l'esprit apaisé de Guillaume Moricourt aux éditions de l'éveil que j'ai lu il y a pouf. Masse critique Babelio. Alors là, il va y avoir une différence si vous me suivez aussi version écrite. Il va peut-être y avoir une différence entre la version écrite et la version que je fais là. Parce qu'en fait, la problématique que j'ai avec ça, c'est que moi je l'ai pris en me disant. Alors, ça, c'est. Il explique les différentes étapes pour s'asseoir correctement en méditant. Et en fait, la problématique que j'ai, c'est que je pense que quelqu'un qui va apprendre à méditer et qui sait se débrouiller tout seul et qui n'a pas de trouble de l'attention, je pense que cette personne pourra se débrouiller avec ça. Me concernant, la méditation, je sais en faire, mais il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres du fait de mon trouble de l'attention. Raison pour laquelle moi je fais toujours ça accompagné en vidéo par la prof de yoga. Donc moi j'ai une base en fait de par le yoga avant de lire ce livre. Donc j'ai pas le recul nécessaire pour vous dire est-ce que quelqu'un qui part de zéro, vraiment de zéro, peut se débrouiller avec ce livre seul. Là en le refeuilletant, parce que du coup ça fait pas mal de temps que je l'ai lu, je pense que oui. Après, la question est de savoir est-ce que vous voulez vraiment quelque chose de très détaillé ou pas. J'arrive, je vais chercher un peu de... Hop. Je suis désolée, mais là... Ah, fait du bien. En fait, j'ai une partie qui vient de partir sur le côté, là. Je sais pas, c'est très bizarre. Ah. Donc, je disais quoi, je sais plus. Bref. Et il explique aussi ce qui est bien pour... moi, j'aurais aimé savoir ça il y a peut-être longtemps. Parce que quand on commence à méditer tout seul, souvent on se demande qu'est-ce qui cloche chez soi parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'il y a 50 000 pensées qui peuvent vous passer par la tête, parce qu'il y a un bruit que vous avez, enfin la voiture qui passe dans la rue, voilà. Bon, moi après j'ai un trouble de l'attention, c'est encore différent. Mais quand j'étais ado, je savais pas que j'avais un trouble de l'attention, donc quand j'essayais de méditer, j'avais toujours 50 000 trucs en tête, et je pensais que c'était moi qui savais pas faire. Je pensais que pas que j'étais nulle, mais je comprenais pas et j'avais essayé de faire ça toute seule avec un truc que j'avais trouvé dans un magazine. Oui, je sais, magazine, bref. Et lui, il explique tout ça et après, il rentre dans le détail, il propose je crois qu'il propose plusieurs exercices de méditation en partant de la base vraiment pour tout doucement aller vers autre chose. Il y a des citations aussi. J'avais vu Rinpoche, le Bouddha. Euh, il parle de choses que moi j'ai vues en yoga en fait. Euh, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Alors après, ça c'est du coup c'est un côté philosophique. Donc à voir si vous
ça vous intéresse ou pas. Les émotions perturbatrices. Voilà, il y avait plein de choses. Je me souviens plus trop, après je l'ai lu il y a pas mal de temps. Mais c'est que moi, à un moment donné, j'avoue qu'il y avait certaines choses. Le fait que je les ai déjà vues, je pense que ça m'a du coup, j'ai un peu déconnecté. Mais il y a des choses intéressantes, il y a des choses autour de la psychanalyse. Euh, il y a- En fait, il explique pas mal de choses pour comprendre les mécanismes mentaux qui vont vous permettre, euh, qui pourraient plutôt empêcher de faire une méditation. Comme ça, si vous les comprenez, vous pouvez potentiellement, faut pas les contrecarrer en fait. Il faut les accepter pour pouvoir les laisser, les observer, juste les observer. C'est prendre du recul vis-à-vis de soi-même. Enfin bref, je vous laisse décider, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment vous mettre à la méditation. Est-ce que ce livre pourrait vous aider ou pas? Est-ce que même les mécanismes de l'esprit, de l'humain, vous intéressent ou pas? Parce qu'il prend vraiment sur plusieurs plans. En ça peut être intéressant. Alors moi, je l'avais déjà vu avec ma prof de yoga, c'est peut-être pour ça que ça m'a un petit peu... Je me dis, ouais, peut-être que c'est pour ça. Après, il y a certains sujets sur lesquels c'est mieux en vidéo pour moi qu'en bouquin. Donc, ah, le trouble de l'attention. Samuel Champagne, Noah, alors je peux pas dire la suite parce que Inter, voilà. Parce que si YouTube il entend ce mot ou il le capte, il va peut-être le censurer, je sais pas. Dans le doute, c'est les éditions de Mortagne. Donc on suit Noah qui est donc homme et femme d'un point de vue biologique, on va dire ça comme ça. Enfin, qui a des caractéristiques, voilà. Homme et femme. Même si, comme vous pouvez le constater physiquement, ça ne se voit pas. Donc ils se font très bien dans la masse, mais c'est pas parce qu'ils se font dans la masse que forcément à 16 ans, ça ne lui pose pas certaines questions. Parce qu'en plus, il arrive à un âge où on commence à lui dire il va falloir te décider, homme ou femme, pour les opérations. Parce qu'il a une forme. En fait, honnêtement, ce sujet-là, je connais pas trop. J'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais lu de bouquin ou je me suis jamais penchée sur cette question-là. Et là, je me suis dit que c'était l'opportunité. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que j'ai eu l'impression de lire un témoignage accessible à tout le monde. Franchement, il ne faut pas avoir fait bac+7 pour comprendre, c'est franchement hyper accessible. On s'attarde pas sur l'aspect scientifique, vraiment, c'est vraiment sur la psychologie de Noah qui nous intéresse le plus. Comment il apprend à accepter ça ou pas. Comment il vit avec en fait, c'est surtout ça. Et j'ai eu le sentiment, alors je sais pas si c'est le cas parce que je ne suis pas concernée par la question, et j'ai eu l'impression que l'auteur avait fait des recherches, d'autant qu'à la fin il met des coordonnées, des sites, d'associations, quoi que ce soit. Euh, je sais, j'ai vu sur Livradit une personne qui l'a lu qui disait que ce livre était nul parce que cette personne étant concernée, elle le vit très bien et que ce livre est très mal renseigné. Et moi j'ai envie de dire, mais si toi tu le vis très bien, ok, tant mieux pour toi, mais il y a peut-être des gens qui le vivent mal. Après je dis ça, je dis rien, on a chacun une personnalité différente, donc à voir. Moi je ne permettrai pas de juger, mais avant, en fait, je sais pas, moi j'étais en empathie totale avec ce personnage quand on commence le livre, on découvre dans un genre de centre aéré. Alors ça se passe au Canada, donc je vous dis tout de suite, c'est vraiment quand je dis une impression d'un témoignage parce qu'il y a des mots qui sont typiques de là-bas. Ça perturbe pas la lecture, il n'y a pas besoin de la traduction, sincèrement. Moi j'ai tout compris, il n'y a aucun problème. Et pourtant j'ai un trouble de l'attention, donc il n'y a aucun souci à se faire. Donc il travaille dans un centre aéré et il est avec Ludo, un jeune garçon adorable, très drôle, et son grand frère va venir le chercher, qui s'appelle Maël. En fait il l'a fait exprès parce qu'il sait que Noah et Maël pourraient très bien s'entendre. Et effectivement Maël est quelqu'un d'adorable, de très doux, très calme, très patient. Il a un côté solaire mais un soleil très doux. Il fait vraiment du bien. Euh, la mère de Noah est extraordinaire. C'est la maman pote un peu.
qui prend pas de décision pour son fils, enfin son fils. Il est considéré comme un garçon en fait. Lui-même se considère comme un garçon, donc je peux dire son fils. Du coup, c'est ce que j'ai bien aimé avec sa mère, c'est que sa mère, elle veut pas l'influencer, donc elle en parle pas, sauf si lui veut en parler. Mais elle donne pas son avis, c'est son corps, ses choix, et point final. Le père, lui, c'est un peu bancal, c'est-à-dire qu'il est plein de bonne volonté, mais pour lui, c'est évident, c'est un garçon, donc il doit se faire opérer, il n'y a pas de questions à se poser. Et au milieu de tous ces gens qui donnent leur avis sans trop se demander ce que Noah veut, et ben Noah, il est paumé. Et c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que tout au long, on suit, psychologiquement, on suit l'évolution de Noah. Et en fait, c'est Maël qui va lui faire un bien fou, qui va lui montrer un peu la voie, entre guillemets, sans le savoir. Parce que forcément, Noah se considère comme un alien, il ne parle pas de cet aspect-là de lui aux gens qu'il connaît pas. Parce il se considère que les gens vont le regarder de travers, il veut pas de ça, il va être traité comme n'importe qui. Et, euh, et j'ai trouvé ce livre vraiment bien fait, et j'ai pas vu venir la fin, il y a un petit quelque chose qui se passe à la fin, je l'ai pas vu venir. À un moment donné, je m'en suis un peu doutée, genre je sais pas, une ou deux pages avant que ça ait lieu. Mais je pensais pas que ça irait vraiment jusque-là. Euh, il est très très beau comme bouquin, franchement, je suis entrée en empathie totale avec les personnages et à la fin j'avais juste envie qu'on me dise limite un épilogue genre 10 ans plus tard, un truc comme ça, savoir ce qu'ils deviennent, ou je sais pas, je voulais quelque chose. Bref, c'est plutôt bon signe, quand on a envie que ça continue et de savoir la suite, c'est plutôt bon signe. Moi j'ai bien aimé le traitement du sujet qui était très bien fait, en mode oui, il est comme ça, mais au final, ça reste juste un être humain comme un autre qui ressent des émotions. Et il y a une petite critique de société qui dit que de toute façon, tout est binaire. Donc il faut forcément que ce soit noir ou blanc, mais on peut pas être gris. Ce qui est dommage, parce que finalement, tout est gris. C'est juste que les gens ont décidé. En fait, dès que c'est pas binaire, eh ben, les gens sont perdus et ils savent plus quoi faire. Mais enfin bref. Très beau livre, je peux que vous le recommander. Par contre, pour l'obtenir, je sais pas comment que ça se passe parce que c'est en dollars du coup. Euh, mais l'auteur est spécialisé sur la question LGBT+. Il a fait beaucoup de bouquins et il y en a qui ont l'air très bien faits. Mais j'ai l'impression qu'il a fait aussi sur d'autres sujets même, encore. Je sais pas, il faut aller se renseigner. Donc il a mis les ressources en France et les a mis pour le Canada aussi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est un minimum, il a fait un minimum de recherche. Quand bien même la personne, dont j'ai lu l'avis, avait l'air de dire que non, mais moi je me permettrai pas de le juger. Suivant. Ce qui les sépare de Jérôme Fabre aux éditions MVO. C'est un service presse que l'auteur m'a proposé lui-même. Je le remercie s'il passe par là encore beaucoup. Parce qu'en fait, à la base, quand il me l'a proposé, il est tombé sur un moment où j'étais pas trop en mode lecture. Enfin, si, mais pas du tout une dystopie. Pour le coup, c'est une dystopie. Donc je m'étais dit, non, une dystopie, là, je suis pas dans le mood du tout. Je pense que notre société actuelle est déjà une dystopie. Donc on va éviter de s'en rajouter. Et j'ai essayé de voir avec des copines libraires si ça les intéressait. Parce qu'en fait, l'auteur a été vraiment, pour le coup, je vous l'avais peut-être déjà dit, mais l'auteur, son mail m'avait vraiment touchée. Et je me suis dit, un auteur qui prend la peine de se renseigner sur ce que je lis d'abord, déjà, c'est quelque chose, mais qui en plus vise juste, comme ça. Je m'étais dit, il faut que je fasse l'effort aussi de mon côté et que j'y trouve. Parce que en fait, quand j'ai lu le résumé, je m'étais dit, il y a un truc qui peut être intéressant. C'est vraiment que je suis pas dans le mood et que moi, si j'accepte un service presse, l'idée c'est de le lire vraiment rapidement et de pas laisser l'auteur poireauter pendant 6 mois. Donc moi je me voyais pas l'accepter et dire alors par contre je le livrerai quand j'aurai envie. Non, désolé, non, je trouve pas ça respectueux. Finalement j'ai lu les extraits sur sa page Facebook et j'ai tellement aimé que je l'ai accepté et j'ai bien fait. Honnêtement je ne sais pas ce qui me manque pour en faire un coup de cœur. Ça se joue vraiment, je sais pas à quoi ça se joue honnêtement. Je vais essayer d'en parler sans spoiler quoi que ce soit parce que franchement ça va être dur. Et puis on est dans la thématique de la maladie puisque dans ce monde-là qu'il a créé,
En fait, il imagine un monde post-Covid où les confinements se sont enchaînés et au bout d'un moment, euh, les gens ont pris l'habitude de travailler en distanciel, ce genre de choses. Euh, et sauf que ça a créé une société totalement différente, un peu aseptisée, beaucoup aseptisée même, avec beaucoup de règles, où si vous sortez des cadres, et ben, ça va pas très bien se passer pour vous, grosso modo. Et on suit trois jeunes femmes. Il y a Cléa qui a été accusée à... Je vais lire la quatrième de couvre, comme ça je prends pas de risque. Cléa est accusée d'un meurtre dont elle est innocente. En l'absence d'un avocat acquis à sa cause, elle doit se défendre seule face à un procureur retors. Inès se réveille dans un hôpital ayant tout l'air d'une prison et est maintenue dans l'ignorance de sa situation. Et Océane, qui a été l'objet d'un nouveau genre de peine, une condamnation à l'amnésique. Elle vit au jour le jour, sans famille ni amis, jusqu'à ce que de mystérieux colis viennent troubler sa routine et réveiller en elle des sensations oubliées. Euh, Ce qui les sépare met en scène des femmes aux prises avec une justice totalitaire, mais aussi avec leur passé et leurs propres démons. Voilà. Et je dis que j'ai été malade. Oui. Je trouve que ça va bien, du coup, finalement. C'était une bonne idée de tourner cette vidéo alors que j'ai un état grippal. Je suis à la fin. Ça fait une semaine. Demain, ça fera une semaine au moment où je tourne. J'ai bon espoir. Les cœurs. On s'attache à chacun des personnages. Cléa est une jeune femme qui a un côté très libre, qui pense vraiment, qui a une empathie, une hypersensibilité, qui a quelque chose de très... une force en elle aussi. On l'accuse de rébellion, mais c'est pas vraiment de la rébellion, c'est considéré comme tel, mais en soi, sa façon de penser est assez proche de la mienne en fait sur certains aspects. Je me suis pas mal retrouvée en elle. Inès, pour le coup, c'est une personne très calme, très posée, qui va se retrouver. Je fais gaffe à ce que je dis. Parce que lui, elle se réveille à l'hôpital, on la soigne et après on l'envoie dans un monastère. On vous décrit le monastère qui est juste sublime, hein, mais là-bas on va vite se rendre compte que sous cette apparence très idyllique, en fait on va lui apprendre comment se comporter en société. Et grosso modo, l'idée de ce livre, c'est l'idée de l'auteur, c'est de nous montrer qu'on est dans une société où on essaie de faire tous de nous des clones finalement. Tout le monde doit penser pareil, une espèce de conformisme écœurant, enfin bref, ce dont je suis totalement d'accord. Parce que là, par exemple, je vais donner un exemple concret dans notre monde actuel. Là, j'ai voulu aller m'acheter des fringues. Je voulais me refaire un look que j'ai pas fait depuis des années parce que j'ai voulu justement me conformer à cette société. Et quand je suis allée dans les magasins, j'étais triste parce qu'il n'y a rien pour faire ce genre de look, absolument rien. Tout le monde s'habille pareil. On a tous des blouses, enfin chez les femmes en tout cas, on a toutes des blouses, des pantalons classiques ou des jeans. Et encore, j'ai vu très peu de jeans, il me semble. Euh, Même au niveau des manteaux, j'ai trouvé ça fade cette année parce que j'ai dû changer mon manteau. Heureusement, j'ai eu un coup de cœur quand même pour un manteau. Ma famille était très étonnée, ils m'ont dit: Oh, t'as pris de la couleur! Enfin, couleur. C'est du clair en tout cas, c'est pas du noir. Si la version noire existait, mais je le trouvais très fade. Du coup, j'ai pris la version gris clair, qui était beaucoup plus jolie. En plus, enfin bref, je m'égare. Mais il y a plein de trucs comme ça hein, où j'ai remarqué que c'est très. Le conformisme est juste affolant. Là, dans ma situation à moi actuelle, je vais être claire quand même, il en est ressorti, parce que j'ai un coach maintenant, il m'a dit clairement en fait, vous rentrez pas dans les cases de la société, c'est pour ça que c'est compliqué. J'ai dit oui, ça je le savais. Et en plus je suis polyhandicapée, donc ça n'arrange rien non plus. Donc moi je vais de galère en galère, mais ça je le sais. Et ce livre il montre ça en fait. Si vous rentrez pas dans les cases de la société, et ben il va bien falloir vous trouver une occupation parce que sinon vous êtes inutile. Euh, et le coup de la condamnation à l'amnésie, franchement, je trouvais ça brillant de la part j'ai trouvé ça brillant de la part de l'auteur. Parce que justement, Océane qu'on suit, du coup, à partir du moment où elle est condamnée à l'amnésie, alors on le sait pas, hein. Nous on la suit après la condamnation, elle est devenue libraire,
elle fait son métro boulot dodo comme on voudrait qu'on fasse tous, et jusqu'au jour où il y a ces fameux colis. Il n'y a pas que l'histoire de colis, il y a autre chose, mais je vous laisse découvrir. Euh, et, euh, et ce côté-là, justement, et en plus, elle est interdite de revoir. En fait, cette condamnation, en plus, elle est suivie par un policier. Et elle doit aller voir toutes les semaines et lui dire si elle a rencontré des gens, si elle veut ajouter des personnes dans ses connaissances ou pas. Et si c'est le cas, ils vont mener une enquête sur ces gens-là pour savoir si elle peut les fréquenter ou pas. Enfin bref, vous imaginez le truc, grosso modo, tu peux plus faire ce que tu veux de ta vie. C'est en haut lieu qu'ils vont choisir. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a montré quelque chose que moi j'ai constaté dans ma vie à moi. C'est que c'est pas ceux tout en haut qui vont. Ouais, si allez, je vais aller dire les choses comme je les pense. C'est pas ceux tout en haut qui foutent la merde en fait. C'est ceux qui sont pile au bon endroit dans la société. Qui ont ces postes, vous savez. Là, moi par exemple, quand j'écris. Enfin, là, j'ai écrit à l'Elysée il y a quelques mois parce que j'ai eu des gros ennuis. L'Elysée en 2 jours avait. Enfin, le lendemain, ils avaient traité mon dossier. Une semaine après, mes problèmes étaient réglés. Si j'avais attendu la CAF, tout le monde sait pour la CAF, et ben encore aujourd'hui ce serait pas réglé puisque au mois de novembre j'ai reçu une lettre me disant nous avons bien reçu votre demande de recours, nous la traiterons prochainement. J'ai dit mais crétin c'est déjà réglé. Donc voilà. Si je t'attendais j'aurais le temps de crever. Mais ça se ressent vraiment dans le livre que c'est vraiment ces gens pile au bon endroit là, dans l'organigramme en fait. C'est pas ceux tout en haut, c'est ceux juste, vous savez, ces petits grains de sable, l'air de rien, mais qui sont tellement contents d'être des grains de sable, qui pourrissent l'existence des autres. C'est tellement bien fait, mais c'est fait tout en subtilité. J'aurais dû commencer d'ailleurs par là, c'est la subtilité du texte qui est incroyable. C'est-à-dire que en tant que tel, il n'y a pas de violence pure dans le livre, contrairement aux dystopies habituelles. Mais là, tout est dans la psychologie, dans la construction. C'est vraiment bien fait. C'est dans le détail aussi. Les détails. Mais les détails. C'est rare de trouver ça dans une dystopie, j'en ai pas le souvenir. J'adore par exemple Absolu de Margot de Seine, je suis fan de cette série. J'ai toujours pas lu le dernier tome parce que, comme je vous l'ai dit, je suis pas en mode de violence en ce moment. Mais ça n'a rien à voir. Moi je préfère limite ça, qui est beaucoup plus proche de notre société parce que je crois qu'on est 20 ans plus tard ou un truc comme ça, euh, que Absolu. Après Absolu, on est dans l'imaginaire pur, que là on est très proche de notre société actuelle. Franchement, il m'aurait dit on est là maintenant, on y est déjà un peu hein, sur certains points. Là c'est la version exagérée, mais on y est déjà. Ça fait beaucoup réfléchir. Franchement, allez-y. Moi, je vous le recommande plus, 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 plus. Et puis j'espère qu'il en fera d'autres, des bouquins, parce que franchement, il a une superbe plume. Et je pense que je le relirai pour voir comment avec une deuxième lecture, si on perçoit d'autres choses, parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. Bref, je sais vraiment pas ce qui me manque pour en faire un coup de cœur, vraiment pas. Ensuite, les deux suivants, ma libraire a reçu un auteur en fait. Et j'y suis allée avec ce fameux ami qui m'a remis son état grippal. C'est pas ce jour-là que je l'ai chauffé. Vie sauvage de Daniel Faure aux éditions Inculte. Daniel Faure est un auteur que j'ai découvert avec La Vague qui vient, ouais, que j'avais adoré, qui avait été. Je sais plus si je l'ai mis en coup de cœur ou pas, je me souviens plus, mais je l'avais adoré. J'avais lu Un mort par page aussi que j'ai beaucoup aimé. Et il y a Vie sauvage qui l'a sorti et j'ai acheté Les yeux fermés parce que c'est Daniel Faure. Ma libraire, quand je l'ai acheté, elle m'avait fait un signe, elle m'a dit il est très bien, mais c'était pas même pas un mais, elle a adoré, elle a mis en coup de cœur, mais par rapport à moi, je pense qu'elle voulait faire un signe. Tu vas voir, c'est un peu différent. En fait, Daniel Faure traite de thématiques à chaque fois différentes dans ses livres de société, mais avec beaucoup d'humour. Il y a vraiment de l'humour et en même temps il y a quelque chose de doux dans son écriture, je ne saurais pas le dire. Ici, on est dans un zoo. Et du coup, forcément, on va parler de la cause animale, mais pas seulement. Comment vous en parler, j'en sais rien. En fait, on est dans un zoo, donc toute la vie d'un zoo normal. Et sauf qu'il y a un jour où ils vont enchaîner les catastrophes, c'est-à-dire qu'il y a
un être humain qui va descendre dans la fosse du lion. Il y a une autre personne une activiste qui va ouvrir la cage des serpents. On suit la lutte de pouvoir des babouins. Euh, euh, il y a une histoire entre un puma et une musaraigne. Et il y a une histoire avec des oiseaux aussi. J'en dis pas trop parce que franchement, c'est un. Et là, vous dites, qu'est-ce que c'est que ce livre? Et bien, sous cet air complètement barré, mais ça, c'est Daniel Faure, euh, il apporte une critique. Et c'est ce qui est très bien dans le livre. Alors, moi, j'ai moins adhéré que sur le précédent. Du coup, je comprends mieux ce que ma libraire voulait dire. C'est-à-dire que quand vous lisez ce livre, on a tous été dans un parc animalier. Tous. On a tous été. Et on est tous allés dedans. Et ben, ça nous fait voir les eaux de manière totalement différente. Euh, Moi, je suis très partagée sur la question des eaux. Je me dis, il y a besoin, parce qu'il y a effectivement des espèces en voie de disparition, il faut les protéger et tout ce qu'on veut. Maintenant, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un peu du business là-dedans. On est tous d'accord. Je suis très partagée en fait sur la question. Moi, je trancherai jamais sur cette question-là. Même s'il y a des réflexions que l'auteur fait, il y en a une qu'il a faite dedans où je me dis, bah oui, mais il a totalement raison. On se prend la tête pour des trucs et en fait la solution elle est là. Ça paraît évident et en même temps je me dis mais pour faire ça de toute façon il faut quand même réunir des espèces. Oh bref, mon cerveau il va faire trop. Bref, je vais m'arrêter là sinon. Et en fait je sais pas comment vous parler de ce livre parce que pour le coup j'ai un avis plutôt mitigé sur ce livre. Il y a des passages où j'ai rigolé, le coup du gars qui se retrouve qui va dans la fosse au lion, c'est tellement c'est tellement exagéré que ça en devient drôle. Euh, Il y a des adolescents qu'on voit à un moment donné régulièrement dans le bouquin. C'est typiquement le genre d'adolescent qu'on a envie de secouer et frapper, soyons honnêtes. Et en même temps, il y a une réflexion qui est assez juste de dire que finalement, dans les zoos, il y a des animaux, mais les humains sont eux-mêmes dans un zoo géant finalement. Je pense au gardien, le personnage du gardien est pas. Le personnage du gardien, en fait, est le personnage qui nous paraît le plus sensé du livre, mais je dis un mais, lisez-le pour comprendre, si vous voulez savoir pourquoi je l'ai mis. Parce que pendant les trois quarts du livre, je me disais c'est le plus sensé du livre, et finalement, arrivé à un moment donné, je me dis qu'est-ce qui lui a pris. Le directeur du zoo, je dirais pas ce qui lui arrive, mais bien fait pour lui. Euh, c'est typiquement le genre d'individu que je déteste. Euh, le lion, en fait, on ouvre le livre sur le lion, d'où sa présence sur la couverture. Et j'ai trouvé ça pas si mal de commencer par lui. Les chapitres sur les babouins, c'était juste. En fait, le chapitre sur les babouins, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué parce que quand j'ai lu, j'ai dit, mais en fait, nous, êtres humains, on n'est pas mieux que des babouins. Voilà, pour résumer. Et on sent tellement dans l'écriture qu'il voulait faire un parallèle avec l'être humain. C'est trop bien fait. Je sais pas trop quoi en dire honnêtement parce que pour le coup, quand je l'ai lu, je savais pas trop. Je sais pas. Qui de l'homme ou de l'animal aura le dernier mot? Bah, je pense qu'il y a personne qui a vraiment eu le dernier mot au final. Euh, il a réussi à humaniser quand même, à montrer que les animaux ont une conscience, ont des sentiments, quoi qu'on en dise. Ça, je trouve ça bien aussi. Après, c'est Daniel Faure. Daniel Faure, il a ce truc. Alors, moi, je me demande si en fait le livre, est-ce que je l'aurais pas lu au mauvais moment? Est-ce que si je l'avais lu à un autre moment, je l'aurais préféré? Je sais pas. Ou alors c'est peut-être juste la thématique qui m'a peut-être moins parlé, je sais pas. Alors que pourtant j'adore les animaux, hein, c'est pas la question, mais bref, je sais pas. Je serais incapable de vous dire ce qui m'a manqué. Et enfin, Rue Castellana Bandira de Emma Dante aux éditions du Chemin de Fer. Les éditions du Chemin de Fer, c'est une maison d'édition que ma libraire adore et que je découvre doucement mais sûrement. Et j'ai eu cette chance de rencontrer la traductrice Eugénia Fano. Et en fait, du coup, on a beaucoup parlé de traduction évidemment, et c'était hyper intéressant, je trouve, de découvrir le travail de traduction réellement, parce qu'au final, on ne sait pas comment ils font.
C'est un roman italien qui se passe dans une rue, d'où le titre du livre. Euh, en fait, il y a deux voitures qui vont se retrouver face à face, et comme la rue est trop étroite, il faudrait idéalement que l'une des deux se mette sur le côté ou laisse passer l'autre, sauf que toutes les deux sont têtues comme des mules et refusent de laisser la place. Ça, c'est les pistes de départ. Et en fait, dans ce livre, à la base, dans la langue, en VO, il y a de l'italien et du sicilien. Et du coup, la traductrice a traduit en français et en... je sais plus c'est quelle langue française qu'elle a pris en équivalent français, grosso modo, qu'elle a trouvé, et ça rend trop bien. Franchement, on a vraiment l'image... Moi, je me voyais, en lisant le livre, je me voyais en Italie. Vraiment, cette rue qui est pas loin de la plage, je pense, hein, j'imaginais la mer en fond, ce genre de choses. J'imaginais la maison qui est pas loin vraiment de la famille en question. J'imagine vraiment tout, même les personnages. Et en fait, on suit donc il y a la voiture de Rosa, donc Rosa, qui est une jeune femme homosexuelle qui n'assume pas son homosexualité, vraiment qui a un passif assez lourd quand même, qu'on découvre à un moment donné, qui s'engage dans cette ruelle. Et en face, il y a la voiture des Calafiore, donc la famille Calafiore, conduite par elle est où le nom voilà, Samira. Conduite par Samira. Samira, c'est la belle-mère, qui est une Albanaise sans papier. Et son beau-fils s'appelle Saro. Concernant cette famille, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais vous laisser découvrir. Parce que sincèrement, moi j'ai acheté le livre parce que ma libraire l'a mis dans son coup de cœur de la rentrée littéraire, mais j'ai pas regardé le résumé. Et c'est pas plus mal. Honnêtement, lisez-le comme ça parce que c'est une pièce de théâtre finalement, euh, où on suit cette famille Calafiore qui est complètement tarée. Je sais pas lequel est acheté le plus, mais bref, c'est des gens qui pensent business, c'est limite, je pense que c'est pas très légal non plus. Et en fait, ils vont lancer des paris, grosso modo, pour savoir qui va lâcher en premier entre Samira et Rosa. Évidemment que, comme Samira est albanaise, elle ne parle pas un seul mot. Euh, Elle comprend très bien l'italien. Je suppose qu'elle doit le parler l'italien. Je suppose depuis le temps qu'elle est là. Mais jamais elle ne prononce un seul mot. Et en fait, Saro, il va lui dire: tu restes dans la voiture, tu n'en sors pas tant que je te donnerai pas l'autorisation. Grosso modo, c'est ça. Et ça va se passer sur l'équivalent d'une nuit, je crois. Il me semble, je me souviens plus trop du temps, mais ça dure très très longtemps. Et je dirais pas trop ce qui se passe d'autre. Mais grosso modo, c'est vraiment, si vous avez vu les Montalbano, ce genre de choses, c'est vraiment cette ambiance-là. Vraiment l'ambiance avec le phrasé italien, parler ou sicilien aussi. Euh, le sicilien est très bien traduit, je trouve, parce que en fait la traductrice a utilisé, je sais plus quel équivalent, c'est une langue du sud de la France, mais je crois, j'ai oublié. Attendez, je crois que c'est écrit. Euh, L'occitan, voilà. Elle a utilisé l'occitan. Donc moi je connais pas du tout l'occitan. Donc il y a des mots que je connaissais pas, mais ça m'a pas gêné dans ma lecture. J'ai compris le texte, il n'y a pas de problème. Et dans le pire des cas, il y a un lexique à la fin. Moi personnellement, j'en ai pas eu besoin. Je savais même pas qu'il y avait un lexique à la fin, faut vous dire. Ça après ma lecture que j'ai lue. Et franchement, il est incroyable ce livre. Je l'ai lu d'une traite parce que vous pouvez pas arrêter votre lecture, vous allez couper le rythme, sinon il y a un rythme dans le livre. Et c'était fou. On a vraiment une. Comment je vais dire ça? On a vraiment une retranscription de l'Italie. Alors ça peut paraître cliché, mais et la rue existe vraiment. La traductrice y est allée et elle a dit la rue existe vraiment et les habitants de la rue en veulent à l'autrice. Pour ce livre parce qu'elle en a donné une vision pas hyper positive quand même, faut dire ce qui est.
Ouais, franchement, j'ai bien aimé. J'aurais jamais lu ce livre-là si ma libraire l'avait pas mis en coup de cœur, très sincèrement. Ça aurait été dommage. Et j'aime beaucoup les dessins qu'il y a à l'intérieur. Parce que oui, tous les livres des éditions du chemin de fer ont des dessins dedans. Donc il y a quand même des thématiques abordées sous cet air très léger et très... voilà. Il y a quand même la question des migrants. Il y a la question de l'homosexualité en Italie qui est quand même franchement hyper compliquée. La famille Calafiore, il n'y en a pas un qui pour rattraper l'autre. Il n'y en a qu'un seul qui semble à peu près fiable, on va dire, qui est le plus calme, le plus posé, mais en même temps on le laisse pas trop faire. Euh, la question de qu'est-ce qu'être un homme, parce qu'en Italie, faut être viril, et c'est pas viril, c'est pas bien. Euh, Plein de choses comme ça. Puis il y a une vue, enfin, quand je dis vulgarité, c'est pas vulgarité dans le sens en dessous de la ceinture, c'est vraiment dans le sens cette famille est vraiment vulgaire, juste vulgaire, c'est tout. Ça parle, ça crie, ça gueule, enfin. Bref, en fait, c'est surtout le chef de famille qui est juste écœurant. Voilà. Je pense que les autres sont pas forcément mieux, mais s'il n'y avait pas lui, je pense que les autres seraient plus calmes. Je suppose, je ne fais que supposer. Euh, je ne saurais pas quoi en dire d'autre. C'était une chouette lecture. Franchement, je vous invite à découvrir les éditions du Chemin de Fer